Dans un village en chemin, Diane finit de se faire soigner par le guérisseur local alors que Jarès utilise ses illusions pour cacher la nature de leurs deux pères dieux avec leur niel qui les surveille. Au moment où son œil poché commence à se résorber, Jarès a du mal à maintenir l'illusion précise et détourne l'attention en prétextant avoir vu un oiseau à ce moment-là. La semi-démone ressort physiquement neuve et essaye de s'adresser au sorcier sans trouver le courage de parler, tandis que celui-ci lui tourne le dos, repartit retrouver les autres. Les autres qui font les courses pour se réapprovisionner en potions et nourriture auprès des marchands du village. La crainte générale est palpable et inquiète légèrement Semnia qui voit les passants cacher de moins en moins bien leurs angoisses quotidiennes. Est-ce que les gens pourront redevenir contents ? Eh bien, tu sais, les adultes sont compliqués et en ces temps, ce n'est pas facile pour eux de... Gaëla se coude dans sa phrase, réalisant le ton maternel qu'elle a pris automatiquement alors que Semnia lui lance un regard accusateur amusé. Pardon, je ne voulais pas. Ne t'inquiète pas. Maintenant, je sais que les sales habitudes se perdent difficilement. J'aurais moi-même dû formuler ça un peu mieux. Je me dis juste qu'avec tout ce qu'Eperdia a vécu ces dernières décennies, j'ai du mal à m'imaginer une nouvelle ère de sérénité après le combat. S'il vient à s'arrêter un jour. Ce sont les futures générations qui pourront peut-être se permettre un tel luxe. Les deux femmes sont interpellées par cette interruption de Cécinos. Je crois que pour nous et ceux qui nous ont précédés, il n'y a plus rien à espérer. Nous sommes voués à subir la douleur de ce conflit jusqu'à notre mort, quoi qu'il puisse se produire après. Le groupe est un peu interloqué par un tel pessimisme. Mais quel bout en train! Tu n'exagères pas un petit peu? Réagit Nevis. Ce n'est que du réalisme. Vous l'avez dit vous-même, les seules habitudes se perdent difficilement. Vous aurez beau vouloir détendre l'ambiance avec vos boutades ou trouver de jolies raisons de vivre, au bout du compte, vous garderez toujours en vous le poids de tout ce que cette guerre vous aura fait perdre. Comme cette jeune fille, Océane. L'amertume de cette perte récente est loin d'être effacée et remonte un instant par ses paroles. Semnia finit par rétorquer. Même si c'est le cas, on ne doit pas en faire une fatalité et quand même espérer que ça peut aller bien un jour. Sinon, à quoi bon vivre? Pour remplir une fonction sur le grand tableau, permettre à son camp d'avancer dans la bonne direction, possiblement atteindre au mieux cette sérénité que vous décrivez sur le long terme, même si on n'en profitera pas réellement. Savoir que le rôle que la vie nous octroie est rempli, que ce soit vendre des légumes à ceux qui en ont besoin ou battre des démons, c'est ce qui donne un sens à notre existence, selon moi. J'ignorais que la philosophie de la famille de Monor, le héros intègre, était aussi froide. Flashback, quelques mois plus tôt, Cécinos et le commando Monor aidaient à réparer un village après une attaque. Vaïda faisait son rapport. Les vagues d'attaque ont été stoppées au village nord et nord-est, leur nombre reste constant. Bien, nous sommes encore occupés pour les semaines à venir, commande le leader. C'est là qu'un des hommes entra en trombe au village. Commandant, nous avons reçu plus d'informations autour du groupe de héros qui a vaincu Baki. Parle, nous savons qui est responsable de la mort de Monor. Tout le monde fut agrippé par la nouvelle. Ils se posèrent tous pendant que le jeune guerrier racontait tout ce qui se savait sur Xenakis durant plusieurs minutes. Il faut qu'on parte à sa recherche, s'exclama Vaïda. Chaque soldat se mit sur le pied de guerre, mais après réflexion, Cécinos calma leur ardeur. « Attendez! Nous avons encore beaucoup à faire ici. Mais, commandant, si nous partons maintenant sans piste précise, ça représentera de nombreuses journées perdues où des innocents n'auront pas pu être protégés. En temps et en heure, nous aurons tout à loisir de faire payer à Xenakis. Mais en attendant, le plus important, c'est de nous donner pleinement au rôle qu'on a face à nous. » Tout le commando, convaincu, finit par acquiescer ses ordres et ils acceptèrent de retourner à leur mission de réparation. C'est le cas de le dire, vous savez garder la tête froide autant que votre père a sa grande gloire, le complimenta Vaïda. Tant que le commando Monor sera là, je ne me laisserai pas distraire de mes priorités. La base du nord-est de Seploka, vers laquelle le groupe se dirige, n'est en apparence qu'une gigantesque motte de terre. Par-dessus, un groupe de jeunes semi-démons et Xenakis suivent les ordres de Kupka et de Junon qui la secondent. En plus d'Hector et Thanatos, il y a deux visages inconnus, une fille de 9 ans aux cheveux en natte qui écoute les instructions, l'air blasé, et une adolescente aux très longs cheveux blancs qu'elle semble n'avoir jamais coupé de sa vraie vie. Elle se terre, assise en boule dans un coin, le regard froid et un peu triste. Kupka appuie sa prise de commande, ce qui ne manque pas d'agacer Xenakis. Les autres n'auront pas le temps de nous rejoindre. Le plan se fera à nous 7. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Tout le monde acquiesce de la tête. À contre-cœur pour Hector, un peu ennuyé de la perspective envisagée. « Et vous m'oubliez, moi ?» D'un trou de cette motte surgit une toute petite fille de 6 ans aux courts cheveux bruns frisés. Elle surprend les semi-démons dont elle partage le regard gris et par conséquent l'espèce qui ne s'attendait pas à la voir. « Pan, tu nous as encore suivis !» déplore Junon.
Je veux pas rester dans mon coin au château, c'est le combat final et je sais que je peux être utile. Tu n'as pas encore trouvé ton pouvoir, tu vas juste nous gêner. Alors que Pan fait la moue, Kupka reprend son discours en dénigrant la petite fille qui n'a aucune importance à ses yeux. Fais comme tu veux, mais ne te mets pas dans nos pattes. Le cristal que Princesse Célé m'a donné a une portée assez précise. Nous ne devrons pas nous tenir trop éloignés les uns des autres. Je trouve ça quand même dommage de ne pas en viser plus. Je sais que je pourrais me débarrasser de Nevis si on m'en laissait l'opportunité. Maugré Hector, ne crois pas être le seul à regretter de ne pas pouvoir tuer quelqu'un spécifiquement. Mais la priorité de cette mission est claire, et nous n'allons pas nous en détourner pour tes beaux yeux, le reprend la démone commandante autoritaire, appuyée par Junon. Laisse Nevis et les autres à Calliope, adresse-t-elle au semi-démon frustré. Ils se tournent tous vers l'adolescente à la chevelure blanche. Le regard dans le vide, elle s'attend à remplir son rôle sans le moindre enthousiasme. Quelques heures plus tard, notre groupe arrive en vue de la base en question. Lek et Semnia sont désormais ouvertement plus rapprochés, même s'ils n'osent pas aller trop loin pour l'instant. Lorniel prend les devants, alors que Diane se situe derrière lui, voulant lui parler, mais n'osant pas. « Je les aperçois, » dit le sorcier. En effet, le groupe de démons et semi-démons les attend patiemment sur la motte, très ouvertement. Nos héros sont un peu dubitatifs. Évidemment, il y a un piège là, commente Nevis. Oui, pour que même toi tu t'en doutes, c'est on ne peut plus évident, blague Gaëla. Ah, on me l'a déjà faite. Ah, c'est vrai, tu n'étais pas là. Le sorcier ne tarde pas à agir en envoyant des balles d'éclair en direction des ennemis, mais la chaîne de Kupka les réceptionne sans souci. Ça valait le coup d'essayer. Je crois qu'un combat à distance est difficilement envisageable, constate Semnia. Suite à ça, il remarque que la fillonnade fait légèrement onduler le sol de toute la motte en apposant ses mains par terre. Yo, observe Diane, je ne vais pas pouvoir vous être aussi utile qu'avant, déplore Jarès. Pourquoi demande le magicien. Dans mes illusions, je peux modifier des traits fixes et jouer sur un paysage immobile. Et là, je ne vais pas pouvoir tenir la cadence avec le sol en mouvement constant. L'usage de mon pouvoir va se faire repérer très vite. J'imagine qu'on est parti pour une bonne baston générale sans artifice, dit Nevis. S'ils le veulent, ils ont forcément prévu un autre tour magique pour nous avoir, poursuit Cécinos. Le groupe ne semble pas vouloir bouger davantage, pris par le doute. C'est là que Semnia observe le sourire en coin de Kupka à distance. « Allons-y » lance-t-elle. N'est-ce pas un peu trop irréfléchi, doute Gaëla. Le temps joue contre nous. Ils savent bien que plus les choses traîneront, plus leur grand plan se rapprochera de son terme. Je sais que c'est un risque, mais il faut en finir le plus rapidement possible pour se donner toutes les chances. Le reste du groupe acquiesce. Faites très attention. Ils avancent donc d'un pas ferme vers leurs ennemis, le regard alerte, prêt à en découdre. Senya et Diane aperçoivent Pan, quelques pas derrière, et, bien que déplorant cette présence, ne ralentissent pas. Rien ne semble se passer alors qu'ils arrivent face à face avec Kupka et les autres. « Alors, quelles entourloupes vous nous avez concoctées cette fois ?» leur adresse la chef de la bande. « Vous êtes des épines dans nos pieds depuis trop longtemps, et c'est Léa jugé bon d'en retirer les plus grosses, » répond la démone ferme. Alors qu'elle s'apprête à sortir le cristal de sa poche et que la bande est sur le qui-vive, Pan décide abruptement d'attaquer avec un morceau de bois qu'elle aura ramassé. « Vous allez voir !» crie-t-elle. « Pan !» Cela décontenance tout le monde, dont Junon qui s'empresse de la stopper en s'éloignant du groupe. Cécinos, par réflexe, fait de même en voyant la jeune femme se détacher et suit un désir non contenu de s'en prendre à la semi-démone, alors que tout le monde est resté sur place sur la défensive. Kupka soupire et décide malgré tout de brandir son cristal noir comme convenu. Ce faisant, elle crée des petites boules de lumière de deux couleurs différentes. Les rouges viennent instantanément toucher Lorniel et Jarès, ainsi que presque tous les démons et semi-démons, et les bleus touchent tout le reste du groupe, et seulement Calliope dans l'autre camp. Seulement, les deux boules rouges et la boule bleue désignées pour Junon, Pan et Cécinos ratent leurs cibles qui ont bougé au dernier moment, et tout le monde, hormis ces trois-là, se voit téléporter sous terre. Qu'est-ce qui vient de se passer interroge le manieur de javelot. Dans une galerie souterraine, Lorniel et Jarès apparaissent face à la poignée de semi-démons qui accompagnent Kupka. Qu'est-ce qui vient de se passer s'affole le démon. Diviser pour mieux tuer, constate le sorcier en observant leur situation. Ils devinent toujours très vite, c'est agaçant, commande Xenakis. Jarès remarque qu'ils sont 2 contre 5 et essaye de contenir sa panique. J'avoue être un peu plus long à la détente. Ils nous ont détachés des autres pour pouvoir nous tuer plus facilement. Ils veulent se débarrasser de façon sûre de ceux qui les gênent le plus, lui explique Lorniel, qui reste stoïque et en alerte, ne lâchant pas un seul de ses adversaires des yeux. Moi, je les gêne plus que les autres. Qu'est-ce que ça fait de se voir porter autant d'intérêt ?
Je pense que je serais peut-être flatté en d'autres circonstances. Bon, assez bavassé. À peine Hector a fini de parler brièvement qu'il se jette sur le sorcier en attaquant de nombreux tentacules qu'il sort de son torse. Lorniel les dévie par des fouets d'air alors que Jarès essaye de se faufiler hors de la vision des autres, mais Io s'avance et envoie des ondes de choc dans l'air qui lui font perdre l'équilibre et le contrôle de ses illusions. Thanatos s'approche de lui pour essayer de traverser son corps avec son bras, mais les esquives un peu affolées du démon ne lui font toucher que le sol. Lorniel essaye de venir à son secours, mais entre les coups de chaîne de Kupka et les tentacules d'Hector à esquiver, il ne peut qu'envoyer une faible boule d'éclair mal dirigée vers le jeune semi-démon avant de s'inquiéter seulement de son sort. Ses fouets d'air servent juste à dévier les coups qu'il ne peut qu'esquiver. Et lorsqu'il voit un moment de battement dans les mouvements d'Hector, il ne peut pas agir car une flèche glacée de Xenakis Monor lui entaille l'épaule. Ne crois pas que les autres viendront t'aider, chuchote ce dernier d'un ton sadique. Dans une autre galerie, Senya, Lek, Gaëlan et Vicédiane apparaissent et une fois passées les quelques secondes de surprise, ils font le point sur la situation. Ils ont utilisé de la magie de téléportation détachée, comme Baki mais en plus grossier, pointe Gaëla. J'ai peur de comprendre pourquoi ils veulent nous séparer comme ça. Il faut nous dépêcher de rejoindre Lorniel et Jarès, reprend Senya. Et Cécinos, rajoute Diane. Ah oui, lui aussi. Et alors qu'il commence à se ruer vers les tunnels, il tombe sur Calliope, assise silencieusement dans un coin face à eux. Alors qu'elle les observe fixement, ils se mettent sur leur garde. Puis Diane finit par essayer de s'approcher d'elle pacifiquement. Calliope, je sais qu'on n'a pas vraiment appris à se connaître, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne te va pas là-dedans. On peut en parler, on n'est pas obligé de se battre. Qu'est-ce que tu as à en dire? À ces derniers mots, la concernée se met à avoir un sourire en coin, mélangeant peine et cynisme. Elle se décide à ouvrir la bouche, et c'est là qu'un doux chant aigu en sort. Seulement, très vite, le groupe subit des effets à son écoute. Ils se mettent à perdre conscience de façon nette et profonde et tombent tous au sol. Voyant son œuvre, Calliope continue de chanter, une larme commençant à perler de son œil. Cécinos n'a pas le temps de chercher de réponse à ces questions dès lors qu'il voit Junon presque seul face à lui. Très vite, il se met à lancer son javelot glacé sur elle, mais elle le part en transformant ses bras en lames. Elle se jette alors sur lui pour l'attaquer, mais Cécinos ramène son arme vers lui grâce à un fil de fer qu'il a attaché dessus, ce qui lui permet de se défendre contre la semi-démone, les lames bras et jambes et le javelot s'entrechoquant. On observe le combat et décide de foncer à l'assaut du guerrier avec le même bâton de plus tôt, mais un coup de pied de celui-ci l'envoie valdinguer avant qu'elle l'atteigne. « Va jouer ailleurs !» crient deux combattants à l'unisson. Abasourdis par cette communion d'esprit l'espace d'une seconde, ils se remettent à leur X. Les coups sont vifs et calculés, et personne ne prend l'avantage. Pan fait davantage la moue, et en jetant un regard dans sa direction, Cécinos a une idée. Il fait un bond ample pour s'éloigner assez de son adversaire, et fait geste de lancer son javelot vers Pan. Junon, interpellé, décide instinctivement de se ruer vers elle pour la protéger, mais à la toute dernière seconde, Cécinos dévie son tir par le fil de façon à toucher la jeune femme dans son mouvement. Elle s'en rend compte un peu trop tard et ne peut empêcher le javelot de lui fêler et geler la côte. Junon s'inquiète Pan. Elle plie légèrement le genou en se mettant devant la petite fille en position de protection. Cécinos, le regard assez fier, la provoque. Vous faites donc preuve de loyauté auprès des vôtres. Ça m'arrange bien. Est-ce que vous avez pleuré la mort de tous les pauvres jeunes que vous avez envoyés au casse-pipe? Tous nos combats et nos sacrifices sont pour la suprématie de notre maîtresse scellée. Tous sont sans doute fiers d'être morts en servant sa cause. Oh, vous n'avez pas de leçon à me faire sur les soldats qu'on peut sacrifier. J'en ai subi pléthore à cause de vous récemment. Cela dit, même pour vous, il y en a certains pour lesquels c'est plus difficile. Ça va être pratique pour moi, sourit-il, le regard posé sur la petite fille. Junon, se rendant compte du danger, décide de lui fausser compagnie en emportant Pan dans un tunnel de l'endroit en toute hâte. Cécinos les suit, déterminé. Tu vas payer pour Vaïda et les autres. Flashback. Âgé de 11 ans, le jeune Cécinos s'amusait à se battre avec une épée en bois dans sa maison avec excitation et insouciance. « Cécinos, attention au mobilier !» dit sa mère d'un ton gentiment autoritaire. « Pardon maman, je suis juste impatient de suivre l'école de combat l'an prochain. Avec ces monstres qui viennent d'apparaître, les gens auront besoin de combattants comme toi. Mais pas trop, j'espère, marmonnait-elle. C'est là qu'un homme frappa à la porte. Un soldat à l'allure très solennelle. Il était aussi très direct. « Madame, j'ai le regret de vous informer que Monor a été tué. » Ce fut le choc pour Cécinos et sa mère, qui assimilèrent les nouvelles avec difficulté. La surprise passée, l'enfant contenait sa rage, alors que la femme tomba en sanglots. « Comment est-ce arrivé ?» balbutia-t-elle. Nous l'ignorons. Son corps a été retrouvé à la frontière des Ploria.
Il revenait de défendre un village d'une attaque et ses blessures ne semblent pas provenir des monstres qu'on connaît. Nous allons enquêter le plus minutieusement possible. Après l'avoir rassuré un peu mécaniquement pendant quelques minutes, l'homme s'esquiva, laissant Cécinos avec sa mère dévastée. Il aperçut alors le javelot de glace de la famille, adossé au mur, et sa rage se transformait petit à petit en conviction forte. Il posa la main dessus, en acceptation de cet héritage. « Ne t'inquiète pas, maman, je serai là », lança-t-il, sérieux comme il ne l'a jamais été jusqu'alors. Junon et Pan se déplacent à toute allure dans les galeries et finissent par se poser dans un recoin caché pour reprendre leur souffle. Pan est toute paniquée et son aîné tente de la garder concentrée. « Ne fais pas de bruit. Est-ce que tu as un cristal téléporteur pour rentrer ?» chuchote-t-elle. « Non, maîtresse Célé m'en a pas donné. »« Pas d'affectation, c'était à prévoir. »« Quoi ?» réagit timidement la petite, ne comprenant pas ce mot. Junon lui passe celui qu'elle a dans sa poche. « Écoute, si jamais ça se passe mal pour moi, tu vas brandir ce cristal et t'échapper. En attendant, reste caché pendant que je le combats. »« Mais je veux t'aider. Tu m'aideras en restant en sûreté, » plaque-t-elle autoritaire. Elles entendent les bruits de pas de Cécinos qui s'approchent. Junon met la main sur la bouche de Pan pour qu'elle ne fasse pas de bruit et la fixe d'un regard insistant. La petite fille finit par acquiescer timidement à sa demande et la jeune femme sort de la cachette pour aller affronter son adversaire. « C'est ça la technique favorite de votre grande armée? Se cacher? C'est incroyable qu'on puisse vous craindre autant !» provoque-t-il le plus bel, arpentant les galeries à l'affût. Junon se déplace le plus furtivement possible avec sa côte qui lui fait mal et tente de l'attaquer par surprise. Cécinos parvient à parer le coup de justesse. Ce genre d'approche ne marchera pas contre moi cette fois. Lorniel et Jarès sont totalement acculés. Le premier ne peut que se défendre contre les assauts longue portée répétés de Kupka, Hector et Xenakis, tandis que le second ne fait qu'esquiver avec difficulté les approches de Thanatos et Io, dont le pouvoir d'onde sonique dévoile chaque tentative d'illusion. Au bout d'un moment, il finit par se faire avoir par Thanatos qui pénètre sa main dans son épaule. Jarès commence à crier de douleur, ce qui attire l'attention du sorcier, et Hector en profite pour lui saisir le bras par un tentacule. Les choses se gâtent donc, mais une goutte d'eau providentielle vient tomber dans l'œil de Thanatos, ce qui gêne sa concentration. Jarès en profite pour lui asséner un coup de dague au niveau de l'avant-bras, ce qui lui fait lâcher prise. Il saisit alors l'enfant et l'envoie sur Hector, défaisant son emprise sur Lorniel, lui permettant de reprendre pied. La situation revient à son début, mais les deux compagnons commencent visiblement à s'essouffler. « On ne pourra pas tenir indéfiniment. Que font les autres ?» marmonne Jarès. Semnia et le reste de la bande restent plaqués au sol dans une inconscience magique quasi blafarde. Calliope poursuit son chant d'inertie depuis plusieurs minutes. Sa gorge commence à lui faire mal, mais elle se force à continuer, son amertume toujours aussi visible. C'est alors que soudainement, une goutte d'eau tombe sur la tempe de Diane. Celle-ci réagit à peine, mais lorsque cette goutte lui tombe répétitivement dessus au même endroit, elle subit un léger regain de conscience. Ce réveil étant très difficile à maintenir, elle ne peut que ramper en observant d'un regard à peine entrouvert Calliope qui continue d'endormir tout le monde. Elle a le réflexe rapide d'utiliser sa télékinésie pour se boucher durement les oreilles avec le sable en dessous d'elle, mais elle se rend compte que les effets ne s'estompent pas. « Ça ne passe pas par lui », constate-t-elle d'une voix faible. En jetant un regard autour d'elle, elle voit le sac de la chef duquel dépasse la pierre octogonale cuivrée donnée par Célante. Elle se rappelle les informations que Semnia lui a dites la veille. D'après Célante, ça peut convertir l'énergie ténébreuse en énergie de lumière. Tentant le tout pour le tout, elle s'empare de l'objet et se rapproche de Calliope pour capter son chant. Cette dernière, déjà étonnée de voir une personne consciente sur laquelle tombe sans arrêt une même goutte d'eau, est déboussolée en observant ses vocalises faire réagir la pierre. Cette pierre même qui semble se charger de la magie démonique de Calliope, qui, malgré sa surprise, ne cesse de chanter. Au bout d'un moment, Diane active instinctivement l'engin qui transforme la lueur d'énergie noire en énergie blanche, faisant ressurgir un chant bien plus fort avec le même timbre de voix, mais doux et chaleureux. Ce nouveau chant sort les héros inconscients de leur sommeil forcé, bien qu'ils aient du mal à retrouver l'esprit clair tout de suite. Calliope, de son côté, est bouche bée face à cet événement, et sa maussaderie semble laisser la place à une curiosité toute nouvelle. « Tu as une très belle voix quand ça veut », sourit gentiment Diane, alors qu'elle se relève pour essayer de l'atteindre. Calliope, décontenancée pendant quelques secondes, finit par utiliser son cristal de téléportation pour s'enfuir avant que Diane ne puisse la toucher. Alors que les autres commencent à peine à pouvoir tenir debout, la blonde aperçoit des petites traces d'eau répétées sur les murs d'un couloir de la galerie. Elle semble comprendre ce que ça implique. « Les amis, je sais où sont les autres !» lance-t-elle. «
Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai mis Névis encore un peu dans les vapes. J'ai utilisé la pierre de Célante pour annuler le pouvoir de Calliope et elle s'est enfuie. Maintenant, dépêchez-vous, suivez-moi! Accélère-t-elle avant de suivre sa piste. Il y a un léger blanc au sein du groupe qui vient tout juste de se relever. Vous avez entendu la demoiselle? Finit par réagir Semnia. La rixe entre Cécinos et Junon se poursuit. Bien que blessée, elle parvient à faire quelque peu reculer le guerrier en alternant entre ses bras lames et ses jambes lames, tout en profitant de l'aspect exigu de l'endroit qui l'avantage. Cécinos finit par se retrouver poussé contre un mur ayant le dessous. C'est là qu'il se met à surprendre la jeune femme avec un coup de tête bien placé qui la fait saigner le nez et reculer. Elle ne perd pas pied en parant son javelot avec ses bras lames juste après, mais il avance le bas de son corps pour porter un coup de genou à la côte encore douloureuse de son ennemi. Dans sa douleur, elle entaille la cuisse gauche de Cécinos avec sa jambe lame. Blessés tous deux, ils prennent de la distance pour souffler avant de se refoncer dessus. Les coups fusent, le guerrier fait tournoyer son javelot de plus en plus vite, ce qui génère des éclats de glace à ses extrémités. Certains atteignent les yeux de Junon qui s'envoie déconcentré, et il en profite pour l'envoyer valdinguer d'un coup de pied dans l'estomac. Alors qu'elle tombe à la renverse 2 mètres plus loin, il lui envoie son javelot pour l'embrocher, mais elle l'évite de peu, une fois de plus. Il tente de le ramener à nouveau à lui par le fil de fer, mais elle agrippe l'arme et tente de lui renvoyer. Surpris par le geste, il n'arrive pas totalement à y échapper et se fait couper la joue. Elle se rue pour l'attaquer, mais il a le temps de faire un bond en arrière et de récupérer son arme pour que le choc des aciers reprenne. Cependant, chacun semble être pris d'impatience et cherche à attaquer un point faible au plus vite. Cécinos la côte et Junon la cuisse. Relâchant leur attention à la parade, de plus en plus de coups violents portent, en particulier sur les blessures visées. Les deux adversaires serrent méchamment les dents suite à la douleur qui en découle, mais ne se stoppent pas. Puis, au bout d'une minute qui semble interminable, Junon flanche la première. Ses blessures l'affectent au point qu'elle en perd sa concentration et Cécinos parvient à lui asséner un puissant coup de poing à la tête qui la fait se cogner à un mur, ce qui finit de l'assommer. À ton tour, lance-t-il, essoufflé par le combat, s'appuyant sur sa jambe droite. Alors qu'il s'apprête à l'achever, Pan vient l'interrompre en se jetant dans son dos. « Laisse-la tranquille !» hurle-t-elle, inquiète et motivée. Il a du mal à la faire descendre de force, mais une fois fait, elle ne tarde pas à frapper Cécinos du pied sur sa jambe faible. Il ne peut retenir une expression de douleur et d'agacement alors qu'elle se met fermement entre lui et sa proie. « Je ne te veux rien à toi particulièrement. Laisse-moi finir ce que j'ai à faire et je te laisserai partir, » essaye-t-il vainement de la raisonner. Non, je te laisserai pas lui faire du mal, rétorque-t-elle, pleine de sincérité. Le guerrier s'agace et tente de la tirer par le bras, mais elle réagit instinctivement en créant un jet de lave par la paume. Les deux sont surpris par cette tournure, et Cécinos se fait grièvement brûler le bras droit. Ne pouvant cacher un hurlement de douleur, il s'éloigne de la petite fille pour appliquer une potion de soin dessus, tout en refroidissant la plaie avec son arme. Pan, quant à elle, est sidérée de ce qu'elle vient de faire et finit par pousser un cri de joie. J'ai enfin trouvé mon pouvoir se réjouit-elle, mais elle repense à sa compagne semi-démon, mal en point et à terre à quelques pas d'elle. Elle s'approche rapidement d'elle pour lui remettre le cristal téléporteur dans la main. C'est bon, tu vas t'en sortir, maîtresse scellée te soignera. Elle lui fait brandir elle-même le cristal pour qu'elle disparaisse de là. Non crie Cécinos de rage. Désormais, seuls lui et Pan sont ici. Cécinos, frustré, jette un fort regard accusateur vers la petite fille, qui, d'abord un peu intimidée, se met à bomber le torse. Il soupire et finit par partir en lui tournant le dos et entraînant la jambe blessée. « Tu peux être fier de toi, gamine », lui adresse-t-il blasé. « Non, je te laisserai pas partir !» Avec ce nouveau pouvoir qu'elle maîtrise à peine, elle envoie une bulle de lave dans sa direction qui loupe son visage d'une dizaine de centimètres. Cécinos est surpris et davantage contrarié. Je ne veux pas te faire de mal. Tout va bien se passer pour toi si tu acceptes de rester sagement ici. Je suis un soldat de princesse scellée. Je vis pour lutter contre ses ennemis et j'en ai un devant moi tout de suite, déclame-t-elle le plus solennellement qu'il lui est possible. Elle ne mérite pas que tu te sacrifies pour elle. C'est grâce à princesse scellée que je suis là. J'ai tout à donner pour elle. C'est la fonction que j'ai à remplir. Cécinos était interpellé par ces paroles. Flashback. Il y a plus d'une vingtaine d'années de cela, un jeune Cécinos de 8 ans assistait à la cérémonie de reconnaissance héroïque de son père à Féronia. Monor, pour service rendu au royaume, votre lutte incessante contre les bandits de grand chemin qui ne sévissent désormais presque plus dans nos terres, votre aide et votre sagacité dans la construction des bâtiments d'aide aux démunis de la région et votre entraînement plus qu'exemplaire de nos soldats, et Ploria vous décerne le titre officiel de héros des Perdias et désigne ce javelot de glace comme propriété éternelle de votre famille. Alors que le roi faisait son discours d'éloge, le petit garçon dans la foule observait son père avec des étoiles dans les yeux.
Plus tard, après la cérémonie, Monor et Cécinos sortaient du château en direction de chez eux. Le petit garçon laissa alors éclater son excitation. « C'était trop génial, papa! Les gens t'ont tous applaudi, c'est incroyable ce que tu as fait !» J'avoue que c'est assez gratifiant. Je me serais passé de me trimballer ce javelot que je ne vais jamais utiliser jusqu'à la maison, mais c'est agréable d'être reconnu. Même si je n'ai vu presque aucun visage connu, répond le héros, assez détaché de la situation. Je rêve d'être un jour comme toi. Je rêve que tu n'en aies pas besoin. Mais il faut que tu comprennes que ça demande des efforts, surtout la chose qui fait qu'on mérite l'appellation de héros, plus qu'une cérémonie officielle. Et c'est quoi? Le don de soi. Le don de soi? Se battre pour une cause, c'est avant tout savoir se mettre au second plan pour. Si tu sais que ce pourquoi tu te bats est juste, tout ce qui est personnel pour toi en cet instant ne doit plus avoir d'importance. Si tu arrives à avoir cette conviction dans tes combats, tu feras partie des vrais grands braves, qu'importe la reconnaissance que tu auras. Penser à la cause avant soi-même? Réfléchissait le petit garçon, sans saisir tout ce que son père a énuméré, allant jusqu'à se gratter la tête. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas tout de suite, ça viendra avec le temps, s'amusa Monor en prenant son fils sur ses épaules pour le faire rire et le rassurer. Face à cette abnégation de la part de la petite fille, Cécinos ne peut s'empêcher d'avoir un sourire presque compulsif. Comprenant la certitude qui porte celle qui est en face de lui, il finit par lever son arme dans sa direction. Très bien, soldat. Si c'est cela ce que tu souhaites, je vais te traiter comme tel. Ils se fixent tous deux un instant, prêts à se lancer à l'assaut, puis se jettent à l'attaque de l'autre. Diane a fini de suivre la piste des couloirs mouillés. Arrivée au dernier embranchement, elle distingue une petite goutte d'eau qui se dirige rapidement vers la bonne voie. Elle affiche un sourire un peu chaleureux suite à ça, alors que les autres la rattrapent. « On est presque arrivé !» se plaint Nevis, un peu essoufflé. « Petite nature !» commande Gaëla. Ils entendent des bruits de combat provenant de la galerie à côté d'eux, ce qui leur sert de bonne confirmation. En effet, une vingtaine de mètres plus loin, Lorniel et Jarès continuent de se défendre, mais sont à bout de force. Dans une tentative désespérée, le sorcier crée un bouclier de glace autour de lui et du démon, mais les ondes soniques de Yo ont au fait de briser cette protection. Et Hector s'empare de Lorniel. « Laisse-moi le finir !» s'extasie Xenakis Monor, prêt à lui décocher une flèche en pleine tête. Mais c'est à cet instant que Diane lui envoie un puissant rocher dans le dos. De même, Semnia coupe les tentacules qui retiennent Lorniel avec ses dagues, Nevis restreint le mouvement de Yo avec des piliers de flammes, et Lex est jeté sur Kupka pour l'attaquer à bout portant. Cette dernière parvient à porter son attention vers lui pour le bloquer in extremis. Gaëla essaye d'intervenir, mais en revoyant Thanatos, elle se retrouve une fois de plus les jambes flageolantes, incapable d'agir. « Stahel » murmure-t-elle à elle-même. « Oh, la garce !» gueule Xenakis, le dos fortement endolori par le coup de Diane. « Toi !» fulmine Hector en direction de Nevis. Kupka parvient à faire reculer Lek plus loin avec sa chaîne et observe très vite leur position de prise en tenaille. Impossible de s'en sortir dans cette configuration. On se retire. Mais pas de discussion, Hector. Ils brandissent tous leurs cristaux pour se téléporter, et juste après, Lorniel et Jarès se relâchent de leur épuisement en posant genoux à terre. « Laissez-moi vous aider !» intervient vite Diane. Lorniel accepte son bras pour le maintenir, non sans regarder ailleurs. Semnia aide Jarès à se tenir debout, et ils commencent à prendre le chemin de la sortie. « Dis-moi, Diane, comment as-tu su où aller ?» demande Gaëla. « Une vieille amie nous a aidés, » sourit-elle. 3 petites gouttes d'eau flottant dans l'air en mouvement circulaire apparaissent alors devant le groupe, à l'étonnement général. « Océane !» murmure Lorniel. Calliope se fait enguirlander par Kupka devant tous les semi-démons qui les ont accompagnés, timides et intimidés face à la colère de sa commandante. « Tu avais un travail! Tu devais les retenir suffisamment pour qu'on tue les 2 gêneurs! Qu'est-ce qui s'est mal passé ?» hurle la démone sur les nerfs. Seule la peur et l'effarouchement se lisent sur le visage de la jeune fille, qui reste muette, faisant soupirer Kupka. « Évidemment, tu ne dis rien. L'embûche d'aujourd'hui avait pour but de faiblir les forces ennemies pour le combat à venir, mais vous devrez vous y rendre sans ce luxe. Ça note rien aux objectifs que vous devez accomplir demain, c'est compris ?» Les 4 jeunes semi-démons présents opinent. Seule Junon, assise, pensive, dans un recoin, ne fait pas attention à ce commandement. « Junon, c'est bien compris ?» insiste-t-elle alors. Oui, commandante Kupka, se reprend-elle. Il y a quelque chose dont tu voudrais nous faire part questionne-t-elle en observant ses blessures. Rien d'important, hésite-t-elle un court instant à dire.
Peu après, les héros finissent par sortir de leur galerie, les deux blessés aux soins de Semnia, toujours un peu émerveillés par cette présence. J'avais entendu parler d'invocateurs qui ont pu transférer leur conscience dans leur invocation lors de leur mort, mais ça n'a duré que quelques minutes. S'ébahit la chef, regardant les trois gouttes d'eau virevolter presque gaiement juste à côté d'eux. Elle a dû comprendre qu'une incarnation si simple lui accorderait plus de temps, ou bien c'est un coup de chance, parle Diane, plutôt joyeuse. Ce n'est qu'une rémanence qui ne durera qu'un temps en tous les cas. Cette phrase du sorcier refroidit un peu l'ambiance. Mais la connaissance, ça peut être très long, rattrape-t-il, fichant un petit sourire confiant. Si je comprends bien, le pouvoir de Calliope affecte sans discrimination tous ceux qui sont à proximité d'elle. C'est pour ça qu'ils n'ont pu s'en servir que pour nous retenir en attendant de vous tuer tous les deux, réfléchit Gaëla. Elle me fait de la peine. Ça se ressent que ça la rend malheureuse, rajoute Diane empathique. Bon, il ne nous reste plus qu'à trouver Cécinos et l'orbe qui protège le château de Célé, reprend Semnia. Pas la peine. Le concerné sort d'un trou de la motte juste après ça, le regard baissé. J'ai trouvé l'orbe dans une des galeries pendant que vous étiez occupé. Il montre l'orbe éteinte au groupe avant de la jeter aux mains de Nevis sans lever le regard. Il se concentre sur la pointe de son javelot ensanglanté qu'il essuie, tremblant avec un chiffon. Semnia est interpellé et confie Jarès Alec pour venir lui parler. Vous n'avez rien à nous dire d'autre demande-t-elle, concernée. Plus tard. Elle l'observe continuer à effacer les taches de sang, machinalement pendant quelques secondes. Pensez-vous avoir juste œuvré pour le grand tableau à l'instant? C'est tout ce qui me porte. Quelques heures plus tard, le groupe a posé le camp pour la nuit. Alors que Lorniel médite dans son coin, Diane vient l'approcher. Que veux-tu? Je sais que, plus que tout autre, sa perte vous fait mal. Même moi, je pense ne pas être aussi attristé que vous. Un silence retentit. La blonde cherche avec attention ses prochains mots. Et vu que vous êtes calculé et que vous prévoyez la suite, je me doute que la revoir sous cette forme vous peine plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'elle ne m'a pas suivi jusqu'au bout lorsque je vous ai approché. Il jette un coup d'œil plus loin et distingue, très péniblement, les trois gouttelettes océanes qui semblent les observer à distance. Où veux-tu en venir? Finit par répondre le sorcier. Je ne cherche pas à prendre sa place, mais je sais que je dois m'améliorer, et je ne dois pas meilleur que vous pour m'y entraîner. S'il vous plaît, soyez mon professeur, déclare-t-elle en le suppliant des bras. Un autre silence s'ensuit. Lorniel l'observe, pleine de confiance, et acquiesce d'un geste mou de la tête. Très bien. Anne sourit faiblement. Il ne perd pas de temps et lui indique quoi faire avec les bras. Le plus important, c'est de bien gérer ta position. Ils commencent ainsi leur premier entraînement du soir, assez académique, dans le calme, alors que plus loin, les trois gouttes d'eau animées semblent légèrement trépigner de contentement.